Ah, bonjour à toi. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oh, doucement, j'ai du mal à marcher. Bah, aujourd'hui on va marcher mais dans une Ah heure. bah si j'y arrive pas, Ah ouais. j'arrêterai. Mais par contre Montmartre, hein. Donc là c'est. Non, c'est plus la descente que la montée qui me posait problème. Ah, alors Par ça contre, va. je m'attendais En plus, à ce qu'il y ait plus de monde. Il y a c'est qui a déclaré 3. C'est un peu dommage. L'important, c'est qu'on soit là dans la différence générale. il y a quand même de la qualité. Hein. Tu as vu, tu as Christophe Tétinger, le boxeur. Où ça? Tu te rappelles, il y avait eu un Oui, boxeur je me qui souviens s'était très bien, voté. très bien. Mais il est là. Il est là. En fait, c'est le plus grand. C'est celui Oui, qui bon, est. bah, d'accord. Ouais, en fait, c'est celui qui est derrière. Il y a Christophe et il est derrière. Quoi. Non, mais d'accord. Non, je sais très bien ce qui m'est arrivé. Bon, Il y a Barbe Jaune aussi. on en fera, je sais on pas en du fera, bonjour. on en fera un héros quand le temps sera venu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ils me cassent les oreilles là, avec leur truc. Tu veux qu'on s'éloigne un peu comme ça On va s'éloigner un peu là. pour pouvoir discuter tranquille. Papoter un peu, dire des choses. Si, alors tiens, oui, parle pour Ouais. l'auditoire. Bah, si on fait le tour de la course de Paris. J'ai mal au mollet, quoi. C'est Ah ça. ok, ouais. Alors, on va essayer de trouver un truc où s'asseoir alors. Non, c'est bon là. Ah, ok, ouais, c'est bon alors. Ouais. Pour l'auditoire, alors, bon, je m'aperçois de toute façon, tout le monde regarde plus ou moins les mêmes choses. Hein. Quand il a le temps, Omerta, Union populaire républicaine, la l'UPR, République, pardon, comment ça s'appelle ça Populaire Média, là, c'est Kuzmanovic. Si, fréquence populaire, c'est pas mal. Hein. Non, non, il y a des trucs bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a François, évidemment, en journal et avec les vidéos. Bon. Il y a BFM TV, CNews. Non, je plaisante. Ah, Non, je plaisante. Je sais que tu titille alors, ouais. Mais on a quand même un aperçu. Par contre, moi, ce que je regrette, c'est que en ce qui concerne la situation internationale ou mondiale, si on veut, bon, ce qui est désespérant, c'est que même parmi les analystes les plus chevronnés, comme Jacques Beau, Caroline Galacteros, là, sur Paix et Guerre, là, son truc, la Paix et Guerre, c'est bien. Le vice de forme, c'est que tous ces gens-là viennent d'Occident. Par exemple, Caroline, il y a un mois ou deux, elle était en Chine, c'était la première fois qu'elle allait en Chine, par exemple. Alors évidemment, elle a été étonnée. Ou alors même, quand Tucker Carlson est allé interviewer Vladimir Poutine, il était tout étonné. Enfin, les gens sont tout étonnés de voir ce que c'est que la Russie. Bon, tu veux pas quand même discuter de ce que c'est que la Russie, la Chine, l'Inde, si t'as pas un peu une connaissance sensible des choses. Pas simplement, on n'apprend pas à vivre et à analyser dans les livres. Alors, malheureusement, je trouve que beaucoup de gens se plantent. Les Russes nous ressemblent le plus, hein, Européens, Américains. Les Chinois, ah non, ils nous ressemblent un petit peu. Ils font la même chose. Ils ont fait la même chose que nous après. Ils ont très bien compris de quoi il s'agissait d'ailleurs. Bon, et quand je dis les Chinois, il y a aussi un petit bémol parce que faut pas oublier les Taïwanais qui sont chinois et les Hongkongais, moi je dirais qu'ils sont anglais. C'est-à-dire ça brouille complètement les pistes, cette histoire-là. C'est terriblement ambigu. Ceci étant dit, les Taïwanais, c'est les Chinois qu'on ne raconte pas de salade. Les Japonais, c'est encore autre chose. J'ai pas emmerdé le monde avec tout ça. Mais en tout cas, faut pas se tromper de... Comment dirais-je? Ce qu'il y a de particulier, c'est que ce qu'on appelait encore il y a un an le reste du monde est devenu quasiment le monde où l'histoire s'écrit. Ce qui est le principal, en définitive. Mais le problème, c'est qu'ici, les gens ne connaissent pas de façon approfondie la
culture, ils n'ont pas assez de bouteilles. C'est vrai que quand on va dans des cultures très différentes, ah ben faut pas, non seulement faut s'acclimater, mais faut tirer son plan dans tout ça. Vivre au jour le jour, faire les choses, ça va. Mais être à l'intérieur de la culture, alors là, c'est tellement différent. Et finalement, je parle de la Chine parce que c'est le plus flagrant. C'est la, comment dirais-je, la chose la plus évidente. C'est pas simplement, comme dirait Jeffrey Sachs, une histoire qui réussit, quoi. C'est pas simplement ça. C'est aussi une conscience, la conscience d'une culture, c'est ces gens-là qui a 2500 ans, avec tout ce qu'elle porte avec elle, et qu'on ignore superbement, les bons côtés comme les mauvais côtés. Ce qui est assez marrant, c'est de voir par exemple, les Chinois, il y en a partout dans le monde. Bon, bah, généralement, ils sont très respectueux des lois. Quand il y a des affaires à régler, ils les règlent entre eux, il y a des affaires un peu foireuses. Enfin, c'est du droit commun, c'est pas très intéressant. Et donc, on dit que c'est généralement des gens calmes, etc., etc. Bah oui, mais ils sont quand même connectés à la population. Une chose, c'est que, de toute façon, ils portent en eux 2500 ans d'histoire. Bon, je veux pas dire ils sont chinois, parce que ça, c'est pensé comme en Occident. On n'est pas. Il y a ce qu'on fait, c'est surtout ça qui est important. Ce qu'on fait et comment on le vit. C'est pas de l'ordre de l'être. C'est tout à fait autre chose. Et ici, on ne comprend pas. On ne comprend toujours pas. On a des œillères. Et ce qui se passe, c'est que jusqu'à la connerie, finalement, à la connerie, par exemple, c'est quand même les histoires de pieds nickelés. Quand on regarde toutes les actions des Américains de la CIA, tous ces trucs-là, mais allez, depuis la guerre du Vietnam, tous ces trucs-là, c'est des trucs de pieds nickelés. Alors, je veux dire par là que, bon, le virus, je crois que c'est vraiment emblématique. Pourquoi c'est assez difficile à comprendre ce truc de virus? C'est que chacun dans son petit coin, en voyant son intérêt, a pensé à son petit profit. C'est un peu bordélique cette histoire de virus. C'est pour ça que c'est très difficile de voir le pourquoi du comment. Donc les gens qu'on accuse de complotisme, bah non, on peut difficilement être complotiste dans cette histoire-là. Parce que s'il y a effectivement des gens qui se sont dit, bah tiens, on va faire ci, on va faire ça, la corruption normale, hein, c'est tout. Comment on appelle ça? La connivence. C'est des choses, on n'a pas besoin de virus pour ça, c'est des trucs qui existent. Le réseau, l'entre-soi. Bon, on connaît ça dans la finance, on connaît ça dans les médias, on connaît ça dans le cinéma et tout ça, etc. Avec tout ce que ça suppose. C'est pas nouveau, tous ces trucs-là. Mais imaginez cette espèce de machin bizarre et avoir en fait maqué une partie du monde, mais tout l'hémisphère nord qui se croyait plus malin que les autres. Je laisse un peu à part le Japon, un petit peu à part hein, quand même. Je laisse à part la Suède, un petit peu à part. Bon. C'est les pays de l'OCDE globalement pour aller vite. Le reste du monde, qui était déjà encore le reste du monde, ils se foutaient de notre gueule, mais complètement, en disant mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ils avaient raison, parce que pour débrouiller les chevaux, c'est quand même pas facile. Parce que même quelqu'un comme Jean-Dominique Michel, qui est un mec valable, hein, à mes yeux, il dit pas n'importe quoi, il est quand même assez solide. À un moment, il parle de la Chine. Ben moi, il se trouve que, voilà, j'étais au courant de cette histoire qui se passait en Chine. Je n'ai pas la même analyse que lui, parce que lui, c'est loin. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne sait pas. Voilà mon hypothèse. Hein, si les gens t'écoutent, et voilà, peut-être qu'ils peuvent creuser la question. Il y a peut-être après tout les chercheurs qui écoutent ta chaîne. Tu vois, moi, ce qui m'a frappé dans toute cette histoire, c'est le côté spectaculaire. On fait du spectacle. Et les Chinois, ils ont bien commencé en construisant un hôpital en 15 jours, qui n'est pas un hôpital, hein, en fait. En faisant tomber les gens dans la rue, en faisant des trucs comme ça, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir avec la santé publique ou
privée, c'est un machin. Il y a le pouvoir politique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je ne pouvais pas prendre ça au sérieux, j'ai jamais pris ça au sérieux. Et puis il y a des choses qui se sont embringuées après. Alors, effectivement, il y a un Corona qui a été bidouillé. Celui qui dirait le contraire, c'est que vraiment il a la tête dure. Moi, ce que j'imagine, c'est que c'est la énième expérience de bidouillage génétique. Aux États-Unis, c'est interdit. En Europe, c'est interdit. Bon, alors, on peut le faire en Ukraine éventuellement, mais ils s'en privent pas. On peut faire tout et n'importe quoi. Oui, mais en Chine, il y a du mou. On tente le truc. Que ce soit la génétique du poireau ou je sais pas quoi. Alors, on se dit, ah, bah, après tout, sur des, je ne veux pas dire sur des fonds américains, mais sur des têtes pensantes américaines, françaises, là où il y a des connaissances, du savoir et de la bouteille. Bah, on peut pas le faire. Ah, mais pourquoi pas à Wuhan, après tout. Allez, on met tout le monde ensemble, on met les Américains, les Français, les Chinois, on fait une grande inauguration d'un laboratoire protégé, comme ci, comme ça. Et en fait, c'est les Chinois, c'est Charles Zhengli qui en fait était plus ou moins là-dedans. Je sais pas si c'est elle qui dirigeait, mais elle dirigeait les études. Elle a été formée à Montpellier. Hein. C'est en France qu'elle a été aussi bonne en génétique et tout ça. Hein. Et bah, on la laisse faire. Alors, il y en a qui a des gens qui ont des petites idées crapuleuses derrière. Ce qu'ils voulaient faire exactement, j'en sais rien. Mais finalement, l'idée, c'est que les responsabilités se diluent et tu sais plus où t'en es. Moi, c'est comme ça que je le vois, le truc de pied nickelé. Ils ne peuvent se raccrocher qu'à ça. Bon, tu peux accuser un tel, oui, mais t'as fait ça. Tout le monde se renvoie la balle. C'est ça aussi que j'appelle des trucs de pied nickelé. C'est un truc qui finalement peut pas marcher. Parce qu'au bout d'un moment, pour que ça marche, il faut vraiment identifier quelque chose. C'est là qu'on voit la propagande, les trucs, vu mon âge, et connaissant, ayant connu plus exactement les pays qu'on appelait les pays de l'Est, l'Union soviétique, savoir un peu, bon bah il suffisait de... Non, il y a des tas de trucs, bah, comme, ouais, il reste la Corée du Nord. C'est l'espèce de bobard, de fantasme, de trucs, c'est des fantasmes. Et tiens, un truc qui est quand même difficile, l'antisémitisme, qui est une pure invention allemande, disons d'un mouvement politique qu'on appelait le Zentrum au 19e siècle. Quand finalement, bah, le socialisme qui était déjà là, bon bah, le côté bismarckien, ça marchait pas non plus. Il y a une espèce d'agglomérat. Mais en fait, c'est qu'un fantasme, ce truc. C'est-à-dire, alors ce qui est honteux, mais ce qui est dégueulasse, c'est qu'on vise des gens là. Mais en fait, c'est comme le diable. Le diable, tu le verras jamais. Satan, le diable, etc. C'est un pur fantasme. Et ils ont trouvé moyen d'incarner, pour faire peur aux gens, pour dire, ah mais oui, mais en fait, pour cacher leurs erreurs, pour cacher leur culpabilité, ils ont pris des décisions, ces décisions ont foiré, alors on va désigner quelque chose. Alors, au 19e siècle, enfin avant même, autant au Moyen-Âge, tu pouvais dire que c'était le diable. Ouais, sorcière. Bon, tandis que maintenant, voilà, c'est, comment dirais-je, il y a une incarnation quelque part. Et l'incarnation, c'est souvent l'homme qui a pris le pouvoir. L'homme, je veux dire, l'être humain, qui s'est imaginé qu'il avait pris le pouvoir. Parce qu'il a, comment dirais-je, su maîtriser des techniques, inventer des trucs, faire la machine à vapeur. Il croit qu'il a le pouvoir, ce con-là. Et je dis bien ce con. Parce qu'il faut être vraiment con pour s'imaginer que c'est l'activité humaine qui est quand même assez négligeable dans l'immensité de ce qui se passe sur Terre. Leurs histoires de réchauffement climatique, ça ne tient pas la route. Le changement de climat, mais le climat, il n'y a jamais eu de climat vraiment stable. Ça a toujours bougé. Alors,
je reviens à mon histoire d'antisémitisme, c'est que, voilà, c'est d'un coup, des gens qui n'y sont pour rien, on va les accuser. Tu vois, c'est-à-dire on crée des fantasmes. Bah évidemment, bah, c'est fastoche ça. Alors il y avait les communistes, le communisme, le machin, la Corée du Nord, un horrible virus bah, qui était là quand même, mais qui était moins méchant qu'il en avait l'air. Le premier, il était vache. Je sais pas si quelqu'un pouvait répondre. Est-ce que tu es issu d'un bricolage? Le SARS numéro 1. Ça, je sais pas finalement. C'est ancien. Les premières souches, oui, c'est quand même apparu en Chine. Ah bah voilà le fantasme. C'est un truc qui était vache. Mais comme les pratiques en cas d'épidémie ont été respectées, bah, on a isolé les gens et puis on les a soignés, si possible. Ouais. On a fait ce qu'on a pu. On a supprimé quelques substances qui a priori n'étaient pas bonnes, les vermectines. Non, le premier SARS. 2003-2004, ouais. le premier. Ah ouais. On les a... Tu parles du Covid. Non. Non, j'appelle ça le SARS, le SRAS. Ah ouais, la grippe, oui. La grippe, c'est-à-dire le premier, atypique, syndrome respiratoire, je sais jamais. Ça se dit comme ça en chinois. C'est ce truc qu'on travaille avec. Voilà. Donc s'il y a des Chinois qui écoutent, voilà, ils ont compris. pour les Chinois. Voilà, infection pulmonaire, atypique. Voilà, c'est ça. Feiyan. Bon. Je dirais syndrome respiratoire et après le A et le S, je sais pas. Atypique. Respiratoire. Non. S, parce que en français, c'est SRAS en anglais. SRAS. Syndrome respiratoire atypique, c'est-à-dire que, bah oui, on l'a trouvé nulle part ce truc-là. C'est-à-dire tout d'un coup, non mais c'était terrible parce que il te prenait les poumons, il les lâchait plus. Non, il y a eu des morts, des vrais morts. Là, c'était pas du flan. Mais là où c'était le plus spectaculaire, moi je l'ai pas vu, j'étais au Vietnam à l'époque. Il n'y avait pas besoin. On regardait si éventuellement il y aurait un processus épidémique qui passerait la frontière, qui arriverait à Hanoï par exemple, ou alors par les ports, à Nha Trang, etc. Et moi j'étais à Nha Trang. Et on regardait, surtout il fallait tenir informer les gens en disant il se passe ça. Si vous avez un symptôme, vous allez au centre Yersin, vous allez voir le médecin, vous en parlez, que vous alliez tout de suite voir quelque chose. Prenez votre température. Il n'y a rien eu de tout ça. Il n'y a rien eu de tout ça. Alors, je me souviens d'un bateau. Il y avait quoi? Il y avait 3000 personnes qui arrivaient. Et il fallait leur donner un papier, leur dire, l'un après l'autre, ou presque, sauf s'ils étaient par deux. Il y a une épidémie, ragnagna. C'était, tu sais, quand ils arrivent, il faut contrôler le visa. Ils ont un visa pour le Vietnam et tout. Bon, c'était à cet endroit-là, dans le port, ces énormes machins affreux là qui arrivent, les gens qui descendent, et le dernier, il va attendre 3 heures avant de se faire tamponner. Voilà. Et puis après, je ne sais pas où il va. Et on leur disait ça, il fallait expliquer les choses. Donc, mais il n'y a rien eu. Par contre, à Hong Kong, ils ont complètement paniqué. Il y a eu effectivement un cas d'un bonhomme à se demander ce qu'il foutait là. Et il conduisait les vitres fermées, avec des gants. Parce que voilà le diable. C'est ça en fin de compte. C'est vrai qu'il était méchant ce truc-là. Bon. Le mieux, c'est... Regarde ce qui s'est passé en 2020. L'exécuteur des bases œuvres, qu'on appelle l'exécutif, qui exécute quoi, j'en sais rien. En tout cas pas à la volonté de l'Assemblée nationale. Il exécute. Il dit le vendredi qu'il va y avoir un confinement le lundi. Ce qui était très malin d'ailleurs. Alors, les gens qui habitaient à Paris, ou d'autres,
Bah, ils sont partis dans la résidence secondaire à la campagne chez papa, maman, je sais pas quoi. Et puis, bah voilà, ça fait toujours des problèmes en moins. On sait que dans le 6e et dans le 7e, attends voir, 60% des gens sont partis et ils ont vu ça à la consommation d'eau. En disant, mais les gens ne consomment plus d'eau dans ces arrondissements. Bah, ils s'étaient partis ailleurs. Moi, j'en ai connu qui étaient partis. Ils ont tout avait bien fait. J'aurais dit, mais vous avez raison. Vous n'avez pas resté à Paris, où ils vont tout fermer, les boutiques, les cinémas, les machins, les trucs. Même pour travailler, vous avez qu'à travailler avec votre ordinateur. Débrouillez-vous, prenez un congé, je sais pas quoi. Et puis voilà. Bah, y en a qui se sont amusés comme des petits fous. Comment dire, pour que tu habites un peu à la campagne, le confinement, tout ça, tu t'en souviens pas. Mais alors, attends, mais pourquoi je parlais de cette histoire? Ah oui, à cause du fantasme, c'était ça. C'est-à-dire que c'est ça le truc de pied nickelé. C'est vrai que, tu sais, pavé de bonnes intentions, mettons, tu te dis, bah, t'es à la fois entrepreneur, mais tu penses que tu es à gauche. Alors tu dis, bah, faut quand même que mes salariés soient intéressés au profit de la boîte, quand même. Mais en proportion de ce qu'ils gagnent. Alors attention, attention. Alors après, comment tu vas les récompenser? Tu peux les rémunérer. Bon, ça c'est pour les crabes, les machins. Alors si tu montes un peu plus dans la hiérarchie, bah, donner des actions, des machins, des trucs. Bah, le résultat des courses, il n'est pas compliqué. Bah, tu fais le management qu'on a connu à partir des années 80. C'est-à-dire alors tu vas repeindre ça aux couleurs du darwinisme, c'est tout simplement des gens qui sont finalement des prolétaires qui gagnent des fois bien leur vie, mais des prolos, bah, qui vont exploiter l'autre. Ce qu'Emmanuel Todd appelle la cascade du mépris, bah, c'est ça, c'est une partie de la cascade du mépris, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est les années 80. Bon, et tout est comme ça, en disant, ah ben non, attendez, il va y avoir un petit virus, par exemple, non, attendez, vous avez 2 jours pour dégager la piste. Hein, vous avez 2 jours quand même pour vous casser, pour aller dans une résidence secondaire. De toute façon, les campagnes sont quand même pas très, très remplies. Donc personne ne viendra vous emmerder. Sauf cas de figure un peu particulier, mais... Tu as le maire qui est un peu prise de tête, quoi. Mais oui, mais alors c'est quoi? Je sais pas quelle est sa motivation. Soit elle est naïve, soit c'est un petit chef. Soit, attends, si c'est le maire du coin, qu'est-ce qu'il fait pour sa commune? Qu'est-ce qu'on laisse faire pour sa commune? À mon avis, non, on peut se poser des questions. Ceux qui ont failloté comme ça, quel intérêt ils pouvaient tirer? T'as une idée? Si ce n'est de, je sais pas, bon, bah, si t'es sage, t'avais fait une demande de budget, ben voilà. Par contre, si tu mets ta signature pour les présidentielles au bénéfice d'Asselineau, alors là, ceinture, quick, t'auras rien. Voilà, ça c'est le coup classique du truc. Ah ben non, parce qu'Asselineau, vous vous rendez compte, c'est le diable. C'est le diable maintenant. Pauvre Asselineau, qui est connu peut-être pas dans le monde entier, mais à l'étranger, on le connaît. On le connaît pour le passé et pour le présent. Ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose de foireux. Tu ne peux pas éternellement, comment dirais-je, je ne peux pas parler de gouverner. Tu ne peux pas faire semblant éternellement. Tu ne peux pas faire semblant éternellement. D'autant que, si on veut la paix sociale, alors ici même en France, il ne suffit pas de servir la soupe pour éviter que ça s'enflamme. Mais il faut que les affaires continuent. Bon, la Russie, ah c'est le diable, tiens, on en encore un autre. Vous avez oublié celui-là. C'est les Français qui font le plus d'affaires avec la Russie actuellement. Et l'année dernière aussi.
Il y a des trucs dont on ne peut pas se passer. Bon, alors, on arrête les conneries, on arrête les bobards, on arrête... alors, je comprends que toute cette clique de nullards qui donne raison à Emmanuel Todd, le quotient intellectuel a diminué. Et je vais finir par le croire. Par contre, ça pourrait être une excuse. Et là, c'est pas bon. Il y en a qui pourraient dire, tu vois, je citais personne, parce que voilà, tu comprendras, parce qu'il faudrait citer trop de gens. Comme ça, on monte tout là-haut. Bon, écoutez, quand vous étiez au gouvernement, c'est pas terrible ce que ça... Ah ben vous comprenez, le niveau intellectuel a baissé, j'étais peut-être parti de la charrette. Enfin, on devait prendre comme ça, hein, après tout. Voilà. En tout cas, comme je vois que je suis en verve, là, je suis en veine, je tiens à ton auditoire, il faut pas se contenter d'aller gueuler dans la rue, personne ne nous entend. Les macroneux, de toute façon, il n'y a rien à en attendre, on a compris depuis longtemps. Mais pire que ça, il y a des tas d'hommes, il n'y a rien à attendre, mais ça n'empêche pas. Il faut parler à son voisin. Ne te fais pas voler ton argent pour un fantasme de réarmement de quoi? Qu'est-ce que tu veux réarmer? Paraît-il que c'est l'Europe, mais l'Europe c'est quoi? L'Europe n'a aucun projet politique, n'a aucun projet géopolitique. Tout ce qu'ils veulent continuer à faire, regarde la Roumanie, c'est continuer le fantasme. Alors ils vont, mettons, la Roumanie va construire une superbe baisse de l'OTAN grâce à la France, n'est-ce pas? Qui servira à rien. Elle va être là pour le décor, comme le, comment dirais-je, ça me rappelle dans certaines dictatures, tiens, il y a deux monastères que je connais, l'un dans l'état de Birmanie. Alors, à Yangon, il y a les monastères, il y a un lac qui est ici, il y a un monastère qui est historique, et puis un des, comment ça s'appelle, des dirigeants, qui s'appelle Tan Shui, il a voulu se fendre de son truc qui est une véritable horreur, il l'a construit là, c'est vide, personne n'y va, personne n'y fout les pieds parce que c'était un peu le Macron de l'époque, quoi, c'était le Trudeau de l'époque. Voilà, et ils se disent, bah non, on va marquer l'histoire. Alors il a construit ça. Il n'y a pas un petit bâtiment là qui a été... Il n'y a pas une petite réalisation là pour marquer l'histoire? Je la vois pas là, un bâtiment quelconque qui aurait été... Ah si, le plateau de Saclay. Alors c'est Sarkozo, Hollando, Macrono. Je sais pas si tu y es allé. Non. C'est moche, mais moche. Avant c'était des terres agricoles, c'était sympa. Mais ils ont déshabillé Pierre pour habiller Paul. Ah mais il y a mieux que ça. Le chef-d'œuvre empirique. Le chef-d'œuvre. Il y a eu un pont qui paraît-il un pont ferroviaire qui... Attends, faut que j'explique. Il y a une ligne, la ligne je sais pas combien, qui va justement à Saclay. Qui, si j'ai bien compris, c'est peut-être la ligne... je sais que ça passe à Arcueil, la station Arcueil-Cachan, il y a une correspondance avec le RER, et puis à Massy-Palaiseau, où il y a un ingénieur qui... tout ça s'est écroulé, ça a été un truc pas possible, c'est pharaonique. Et ça se continue, ça va peut-être une station qui s'appelle le Guichet, ça monte sur le plateau, je sais pas trop, je connais pas trop dans le détail. Et on voit un boyau en l'air. Sur le plateau de Saclay, c'est le métro aérien, quoi, c'est ce truc-là. Alors, à mon avis, ça fait partie de tout cet ensemble-là. Et à une station qui s'appelle Massy-Verrières, il y a un pont. C'était des ponts tout bêtes. Hein. Puis tout d'un coup, ils se sont dit, ah non, il faut mettre un beau pont qui est resté par terre, c'est du préfabriqué en métal, qui doit peser des tonnes et des tonnes. Et pour épater la galerie, il devait y avoir la télévision aussi. Ils sont allés chercher une grue qui fait je sais pas combien de mètres d'eau pour hisser ce pont sur le truc. Alors j'ai demandé quand même à la RATP, mais
pourquoi vous changez le pont? Ah bah oui, mais vous comprenez, ça peut s'écrouler, je sais pas quoi ils vont raconter. Un truc qui tenait pas la route. Bon, je connais un petit peu l'architecture, je vais voir. Je me dis, bah non, après tout, on peut très bien consolider, on peut garder ces ponts un peu... c'est des ponts quadrillés, ils sont pas beaux en soi, mais c'est toute une époque. Il avait été fait en 1923, il y a juste sur le côté. Ils ont mis cette énorme machine. Mais à qui on a fait plaisir? Est-ce que c'est maintenant? Maintenant, on ne peut plus faire de rond-point, alors on fait des ponts. Et ça va dans la poche de qui? Bon, on sait très bien qu'il y a les 3 canards, là, les 3 BTP de service, un coup c'est toi, un coup c'est moi. Ça va, merci, on a compris. Il faut prendre la décision de... remarque, on ferait des économies sur tout ça, on transférerait l'argent, ah bah la dette, elle descendrait bien. Puis entre parenthèses, je vois qu'il y en a qui commencent à faire les comptes sur l'Agence française de développement, qui est en fait le pendant de ID, par influence, pas l'influence, c'est le développement international des États-Unis, l'Agence de développement international. C'est pas USAID, pourquoi aide? Qui est-ce qu'on aide? Est-ce qu'on n'a jamais aidé quelqu'un? Mais non, on n'aide pas. C'est un peut-être. Tu me diras US aide, tu aides les US? Oui, après, oui, ouais. absolument. Bah oui, bah, tu aides même pas, tu dis bon tu vas faire ça, et puis de toute façon tu donnes un en disant que tu as un cœur gros comme ça, en disant bon allez, je donne un mais je vais récupérer 2, 3, 4, 5. Bah bon, ces agences-là, on sait à quoi ça sert. L'AFD aussi. Moi j'estime que c'est une forme d'ingérence ça. Bon. Mais dans la mesure, vous savez, c'est futé. On pouvait parler d'ingérence quand les pays étaient reconnus en tant que pays, qu'ils avaient leur dignité de pays, comme on a une dignité d'être humain. C'est disposer de soi-même, de sa volonté, de faire ce qu'on a à faire, et personne ne peut venir vous emmerder. Et donc tu feras ci, tu feras ça pour mon compte et va te faire foutre. C'est ça avoir une dignité, les pays ont aussi une dignité. Mais dès l'instant où finalement c'est l'affairisme stato-privé, stato-financier, il y a les deux vont avec, bah là ça brouille considérablement les cartes. Ce qui se passe au Moyen-Orient, la dignité de tous les pays du Proche-Orient, quoi, elle est quand même terriblement entamée. Bon, pour l'Israël, j'en parlerai pas parce que c'est un truc qui est tellement compliqué. J'ai 36 sons de cloche, moi j'ai aucun avis là-dessus. Je laisse ça à des spécialistes, si toutefois ils sont sérieux. Et la Roumanie, par exemple, là, elle a perdu totalement sa dignité. La Roumanie, c'est devenu une espèce de truc. Alors nous, on fait le pan, enfin nous, une certaine catégorie de Français font le pan en disant on est beau, on est fort, etc. Il y a Madame Loiseau, puisqu'elle est perchée sur, l'oiseau est perché sur le bouclier, machin truc, là, le bouclier antidémocratique, je ne sais plus comment ils appellent ça. Bon. Et la Roumanie, c'est une claque qu'on vient de lui foutre à la figure. Mais c'est honteux, quoi. C'est absolument honteux. Et même prendre toutes ces merdes, ces pays que j'ai pas une grande estime pour ces pays-là, parce que les pays strapontins, la Belgique est devenue un pays strapontin, qui essaye quand même de garder sa dignité, mais qui devient de plus en plus ridicule. C'est devenu des... Oui, c'est des strapontins, quoi. C'est des... Tu sais, comme sur la moto, là, il y a le sidecar. Bon, là, à part la grande époque de la Belgique, quand il y avait les Ardennes, les charbonnages, les machins, les trucs, la Belgique, c'était costaud. Les colonies aussi à l'époque. Plus le Congo belge, etc. Donc c'était quelque chose d'opulent. Ça a pas duré longtemps, ça a duré peut-être 30 ans, 30-35 ans, cette période-là. C'était des gens, bon bah, état tampon, rien, peut-être,
Mais ils avaient une dignité. On comptait, il fallait compter avec la Belgique. Maintenant, tout le monde s'en fout. À commencer par les Belges, qui m'ont toujours dit qu'il n'y avait pas de belgitude. Pour eux, les carottes ont été cuites après la guerre de 14. Ils ont décidé que les carottes étaient cuites. Ils continuent de les manger, peut-être. C'est les pays strapontins. Les pays baltes, c'est des pays strapontins. C'est des pays qui vraiment, mais vraiment ne peuvent pas, dans le contexte de chaque époque, exister par eux-mêmes. Bon, alors, ça peut être des pays ramasse-fric. Les pays baltes, moi, je les vois comme ça. Ils sont vaches quand même, parce que quand il y a eu les accords, je pense que c'est l'accord de Téhéran, les 3 pays baltes, en fait, c'est voilà, l'armée. Si les Russes vont beaucoup à l'ouest, c'est ça. Les pays baltes, la Pologne, etc. Hop, c'est dans le camp soviétique. Bon, les cocos soviétiques, ils les ont pas laissés tomber. Alors en plus, il y a une présence russe qui a toujours été là, dans les 3 trucs. Dans les 3 Estland, Lettland, Lituanie, enfin les 3 machins. Il y a toujours eu des Russes, mais on construisait, moi je me souviens, des électrophones, des télévisions, des trucs. Que, bon bah d'accord, c'est dans le giron soviétique, mais on les traite pas comme de la merde. Alors que maintenant, t'as que des vieux et des jeunes là-bas. L'Estonie, c'est quoi? C'est 1 million de personnes, t'as tous les retraités et tous les petits jeunes. Entre les deux, ils sont cassés ailleurs. Voilà. Bon, c'est quand même pas, à mon avis, ben, je suis pas sûr. C'est pas aussi pourri que l'Ukraine. Parce que alors là, je crois que c'est la cerise sur le gâteau. Mais, ou même, tiens, puisque je suis sur ce sujet, la Pologne, coco, et puis Nowa Huta, la nouvelle fonderie. C'était pas mal, c'est-à-dire que bon, c'était du temps de Staline. Les cocos, ils se sont dit, c'est pas des possessions, on va pas les pomper comme ça, comme Adolphe. On va s'arranger pour les développer. Mais c'est à côté de Cracovie, Nowa Huta. Alors, quand tu arrives, tu prends le tramway de la ville et tu t'arrêtes. Alors, comme les Polonais se comportent comme des putains, dans les années 80, enfin après les années 80, la fin du mur, alors la place qui était la place peut-être Brezhnev, pacte de Varsovie oblige, place Ronald Reagan. Ils auraient pu dire, bon, je sais pas, place de la fonderie. Non, fallait qu'ils montrent leur cul, quoi, qu'ils sont à 4 pattes. Et moi, les souvenirs que j'en ai, c'est des souvenirs anciens. Mais attends, c'était nickel, la pelouse bien taillée, des centres culturels, la bouffe, les restaurants, les machins, les trucs, c'était nickel. Et puis tu y vas comme ça, là, le tramway, la fameuse place, les machins, etc. C'était grand. Il y a peut-être 10 000 au moins mineurs, sidérurgistes qui travaillaient là. Après, tu marches comme ça, et la fonderie, elle est là. Bon, avec les bâtiments et tout. Mais ça marchait bien, ça marchait du feu de Dieu. C'était propre. Il y avait des gens, alors le tramway, je ne sais plus. Il y avait des gens peut-être là. Si tu veux, je crois que c'est dans la direction. Quand tu continues, c'est là qu'il y a Auschwitz, je crois que c'est me souvenir que c'est la route. Parce que tu peux t'arrêter en chemin de fer par le train, mais tu pouvais aller par, il me semble, le tramway, prendre un bus, un truc comme ça. Voilà, c'était comme ça qu'on faisait. Dans mon souvenir, c'est pas très précis dans ma tête. Donc, l'Arménie, je fais pas la pub pour l'Union soviétique, mais l'Arménie, le cinéma, c'était le Hollywood, si on veut, voilà. Il y avait des trucs qui se passaient. Les cocos, ils ont eu aussi leur 30 glorieuses. C'est synchrone, hein. C'est exactement pareil. Et puis après, parallèlement, les deux sont tombés en eau de boudin. Les cocos se sont cassés la gueule plus vite. Mais
nous les petits champions, là, qui sont les plus beaux, là, les Européens, puisque tu es quand même pas jeune, souviens-toi de la France, il y a 35 ans. La France maintenant, bah là il n'y a pas photo. Là c'est clair qu'il y a comme un lézard. Alors, C'est vrai qu'à l'époque on achetait français, mais ça à l'époque on achetait français il y a 35 ans. On improvisait français. Ouais. Mais voilà, on a préféré faire un truc que j'ai toujours pas compris. Pourquoi? En fait, ceux qui prennent les décisions, bon alors d'accord, ils peuvent voir à court terme, en disant bah ça va me rapporter, ça va me rapporter tout de suite. Un peu comme les gens qui jouent au casino. Ils misent tout de suite, ils veulent tout de suite gagner. Il n'y a aucune stratégie à long terme. Bah, le résultat, il est là. Ce qui fait la différence d'ailleurs entre la Chine de Deng Xiaoping, qui est plus cette espèce d'idéologie maoïste qui est un peu délirante. Ils se sont dit non, on va jouer au chat et à la souris. Oui, mais attention, tout l'aéropage qui était les communistes droitiers, comme on les appelait, de Deng Xiaoping et consorts, avait une vision à long terme. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, en étant très très prudent. Parce que s'il y a le moindre lézard, il y aura toujours les petits malins qui voudront s'emparer du gâteau. Ça, c'est le vice congénital de la Chine. C'est pour ça qu'on dit oui, c'est autoritaire, ceci, cela. Mais c'est grand ce pays, et c'est extrêmement peuplé. Ça a toujours été quand même assez peuplé, et depuis longtemps. Faut pouvoir contrôler ça. Surtout que les Chinois, ils aiment bien en faire qu'à leur tête. Hein. Quand c'est écrit interdit, ils vont le faire. Non, faut voir les choses en face. Mais comme ils ne pensent pas comme nous, on ne peut pas comprendre pourquoi les Chinois, le gouvernement chinois, agit comme il agit. En fait, le terme de dictature, bah, est-ce que les empereurs qui se sont succédés à partir des Han, hein, peut-être pas le grand empereur, lui était spécial, mais à partir des Han, est-ce qu'on peut appeler ça des dictatures? La démocratie, elle n'existe pas, mais en général, mais bah non, c'est une façon de gouverner, c'est une façon de vivre ensemble. Et visiblement, ça se succède avec quelquefois des hauts et des bas, des périodes extrêmement fastes, les Tang, les Ming. Alors ça, c'est vaste, des remises en question. Et puis le danger qui était en fait le danger de l'Occident. Hein. 1750, 1911, et après même, on peut dire bien après, où là les Chinois ont pris la pile. Mais pas tellement pour des questions de gouvernement, c'est pas des questions politiques, c'est vraiment des questions de rapport de force. Et souvent, on est les plus forts, c'est ça qu'ils disaient, on les appelait les alliés à l'époque. Ah bah non, mais nous on est les plus forts, vous allez faire ce qu'on va dire, autrement, gars, un peu comme les Américains ont traité l'Irak, ont traité Mossadegh en Iran, Tartampion, en disant bon, as-tu nationalisé le pétrole? Pas question. Et puis quick, Patrice Lumumba, pourtant c'est une ancienne colonie française, hein. Non, Congo belge. Il a duré 6 mois Lumumba, comme c'est bizarre. Thomas Sankara, quick. C'est bizarre ça, quand même. Bon. Et voilà, alors on en est là, faire le guignol, à manifester comme des cons, avec toujours le même drapeau palestinien. Moi je comprends pas à quoi il sert. Il est toujours? Ben oui, mais c'est pas que je sois indifférent à la cause palestinienne. Mais même si on trépigne, qu'on monte au rideau, qu'on fait un caca nerveux, mais qui s'occupe de l'opinion des Français? Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. On n'a pas d'influence là-dessus. On n'a jamais eu vraiment d'influence. Si ce n'est pour... Allez, oui, là, il a Chaïb. Bon, je sais pas si elle est encore là, mais... Ou Arafat, je sais pas quoi. Quand il y a eu le parti le palestinien machin,
Bon, d'accord, elles peuvent venir en France, il n'y a aucun problème là-dessus. La France peut servir à la limite pour dire, bon, bah attendez, on va discuter, venez ici, etc. Mais le moteur, les moteurs des conflits, le moteur des décisions, c'est pas nous. Nous, on peut à la limite calmer le jeu. Comme ce qu'on a fait pendant la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, il y a eu deux réunions importantes avant les accords de Paris. Les accords de Paris qui ont eu lieu à, je crois, ce qu'on appelait le centre interallié, je ne sais pas quoi, sur les Champs-Élysées. Il me semble que c'était là. Mais avant, il y a eu, c'était le Parti communiste français qui avait, dans l'ancienne maison de Fernand Léger, ils ont dit, bon, bah, vous allez discuter là. Mais ne serait-ce que pour calmer le jeu, discuter là, froidement. Alors là, c'est pas vraiment avoir une influence, mais trouver un lieu apaisé. Alors au Vietnam, où est-ce que c'était? Au milieu, il y a une station climatique qui avait été créée par Alexandre Yersin. Tu parles de Saigon et puis tu montes par le chemin de fer et tu vas au milieu à peu près, ça s'appelle Dalat. C'est une ville, c'est pas du vietnamien, je sais plus quelle langue c'est. C'était le No Man's Land, là, le truc, là, comment on appelle, zone sans conflit. L'ancienne station climatique. Et là, le nord et le sud venaient faire les pourparlers. Et après, ils revenaient chacun, l'un à Hanoï et l'autre à Saigon. C'était comme ça que ça se passait. Bon, mais les gens de Dalat, ils n'en tirent pas, comment dirais-je, quoi que ce soit, ils n'ont rien fait. Et là c'est pareil. Alors, je vois cette brave fille avec son drapeau, mais ça parle à personne en plus. Tu vois, regarde, ouais, tout le monde s'en fout. Tu comprends? Tout le monde s'en moque de ça. Bon, il y en a pour qui ça importe. Mais, bah, non, après, mais sauf ceux qui... Moi, je suis assez consterné, comme cette manif de la dernière fois. Bon, le NPA qui a besoin d'exister, qui a fait... Je sais pas si tu les as vus, ils ont fait tout un cinéma. Mettez-vous là, on va faire des prises de parole. Ah ouais, on était présents ensemble. Attends, on est où? Ouais. On est où? Mais on est où? Ils ont besoin de ça pour attirer l'attention sur eux. Bon, mais c'est lamentable. C'est lamentable. Et je trouve que il y a peut-être, si on peut les aider, moi je sais pas trop comment, il y a sûrement d'autres façons. Il y a sûrement d'autres façons que cette plaisanterie macabre s'arrête, mais qu'on arrête ce truc qui est là depuis 49 peut-être. Depuis le début, ça a toujours foiré. En plus, moi ce qui m'a toujours étonné, d'accord, Tel Aviv, c'est une ville qui a été construite, il y avait beaucoup de juifs au Moyen-Orient. En Afrique du Nord, il y en a toujours eu. Ça posait pas de problème particulier d'ailleurs. Bon, mettons, on dit qu'il faut faire l'État d'Israël. Ben oui, mais c'est comme une partie du monde qui l'a imposé une autre partie du monde. Ça pouvait pas être automatique, ça. Bon. Et puis d'un autre côté, je sais que Ben Gourion, lui, il voulait vraiment un État d'Israël. Bon. Bah, il l'a eu avec toutes les conséquences qu'il y a eu, quoi. C'est ça. Moi, je veux pas me mêler de ça. Je vois par exemple mon oncle qui pourtant était un séfarade. Hein. C'est une vieille famille, en fait, une vieille famille juive d'Espagne qui, à la Reconquista, a dû aller au Maroc. Mais mon oncle, il prenait évidemment fait et cause je me souviens, pendant la guerre des 6 jours, ceci, cela, le mot Hermon et tout ça, machin, j'ai un peu oublié. C'est en 1967. Oui, ces trucs-là. Alors, ils vont se faire massacrer. Bah, il était content. Pourtant, lui, il était né, quelle année dans les années 20, 1920 quelque chose. Oui, il avait dans les 50 ans à peu près. À l'époque, oui, ouais. C'était quelque chose dans ce goût-là. Il est né au Maroc, comme son père, son grand-père, son arrière. Tu remontes en 1500, en 1400, je sais pas quoi. Tu remontes. Eux, ils ont voulu garder leur religion. Et puis eux, c'était
jamais trop compris. Enfin, ils vendaient de l'or, des choses comme ça. Mais ils faisaient un métier de commerce. Voilà, c'était ça. Je pense pas que le roi du Maroc aurait accepté que les Juifs possèdent la terre, hein, comme en Europe. Hein, ils ne pouvaient pas posséder la terre. Alors, il restait le négoce. le négoce Ah ouais. et peut-être certaines choses artisanales, mais je ne sais pas lesquelles. Mais je crois que le négoce a été rejeté par la religion. Ah bon, après je sais pas. À la banque surtout, la banque, les trucs bancaires. Après bon, ça c'est ce que j'ai entendu, mais après je sais pas si C'est-à-dire que la banque vénitienne, c'était pas des juifs. En fait, c'était des bouchers. Alors, certains à l'origine, disons, il y a eu au début, il y avait des bouchers qui faisaient ça, ils achetaient de la viande, etc. Puis après, ils ont acheté autre chose, et ça. La banque a commencé comme ça. Les Juifs, on leur laissait rien faire. Il fallait bien qu'ils fassent quelque chose. De dire bon, ben voilà, c'est les débuts du capitalisme en Europe. J'ai du capitalisme en Europe parce que il y a eu des formes capitalistes avant. Hein. Ça existait. Bon, bah les Juifs vont s'en occuper, puis basta. C'est pas une raison pour les vouer aux gémonies, en fait. Pour les laisser rien faire. Enfin, surtout que à la grande époque où il y avait des Juifs qui s'y entendaient, mais c'était les Juifs qui étaient près des princes, les Juifs de cour. Mais les autres, c'était des malheureux qui vendaient des petites bricoles comme ça sur les chemins, qui étaient pauvres. Quand ça, il y a une telle injustice avec le peuple juif, c'est dégueulasse, moi je trouve. C'est vraiment salaud, c'est vraiment dégueulasse. Alors qu'en fin de compte, tous ces machins, là, tous ces princes, ces trucs, c'est les margraves de trucs, etc. En Autriche, dans ce qu'allait devenir l'Allemagne, tout ça, ils étaient bien contents d'avoir un financier juif qui gérait bien leurs affaires et qui ont amené la prospérité, au moins dans cette partie de l'Europe. C'est vraiment des salauds. Adolphe et compagnie, enfin, le Zentrum dont je parlais tout à l'heure, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. C'est des ordures. Alors que c'est eux qui avaient amené la prospérité dans... Nous, on n'avait pas besoin. On n'avait pas besoin, on avait des gens... Et puis en France, de toute façon, les Français s'en foutaient. Des fois, il y en a qui ont protesté, mais même, je crois, le roi de France, il a protégé d'une façon ou d'une autre. Hein. Il n'y a jamais eu de pogrom. Il n'y a jamais eu de... Pour des raisons, parce que bon, c'est compliqué ces choses-là. Les pogroms qu'il y a eu en Ukraine, comme par hasard, encore là, en Pologne, ça venait des inégalités, ça venait d'un monde qui changeait. Et eux, quand même, les financiers, enfin ceux qui avaient de l'argent, qui manipulaient l'argent, s'en tiraient mieux que les autres. Alors les autres, c'était de leur faute. C'était un peu ça. Mais ça, c'est le début du XXe siècle. Les autres étaient passés par là avant. Les fameux antisémites étaient passés par là. Toutes les saloperies qui ont été faites, là, le protocole du siège de Sion, je trouve ça dégueulasse, quoi. Je connais pas le protocole. Oh bah tu perds rien, c'est un faux, c'est un ça genre sort de du Ku-Klux Klan, Suisse, c'est un truc comme ça. Mais non, mais c'est-à-dire, toutes les crapuleries, ils ont écrit ça dans un... C'est le ministre de l'Intérieur russe, quoi, en somme. Toutes les crapuleries possibles et imaginables, ils les ont écrits en disant que c'était les Juifs qui pensaient ça. Et ça a été diffusé comme ci, comme ça. C'est vrai que quand tu lis ça, moi je n'ai pas pu lire en entier, c'est absolument abject. Je me dis merde, mais attends, c'est quoi ça des Juifs, bon, j'en ai dans ma famille, merde. C'est quoi ces histoires et qui n'ont pas démérité. Je pense à mes oncles, hein, j'en ai plusieurs comme ça, des oncles et tout ça. Je dirais qu'il y en avait qui étaient un petit peu spéciaux. Parce que c'était des hommes d'affaires qui venaient d'Afrique du Nord. Alors c'est un peu voilà, mais bon, ils étaient pas méchants, ils étaient pas, non, ça va pas, ça c'était des gens et encore, ouais. Par exemple, leurs enfants, ils ont pas fait, ils ont pas fait la bar mitzvah et tout ça. Hein. Il y avait même pas, ils auraient pu. Alors ce que disait mon oncle d'ailleurs, puisque je parle de ça, c'est qu'ils apprenaient par cœur des textes sacrés, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Ils faisaient des phonétiques alors? C'est-à-dire que ils savaient lire et ils ne comprenaient pas. Je dis ça la fout mal quand même.
Ah, il lisait oralement comme il lisait ça. oralement quand il passait. Après, tu leur posais une question. Il t'a envoyé Je sais balader, même pas quoi. en quelle langue c'était, si c'était en français, si c'était en arabe, si c'était en hébreu, j'en sais rien. Alors, chez mon oncle, Jacques, il a passé, il a vu ça, vernissage. Bon, alors, il montrait les trucs, les machins. Mais il disait, mais voilà, je comprenais pas ce que je disais. Bon, il devait être un petit peu cool dans le truc. Bon, c'est un peu comme le catéchisme. Hein. Le catéchisme, je pense qu'à une certaine époque, on n'explique pas ce que ça veut dire aux enfants, ce qu'il y a dans les évangiles. Et pire que ça, on leur raconte des conneries. Hein. Si on t'offense en te plaquant sur la joue gauche, tends la joue droite. Ah oui, tu vois, c'est-à-dire, en fait, mais non, Jésus, il apprend pas à être maso. Si on te soufflette sur la joue gauche, c'est-à-dire qu'on te prend pour un domestique, un inférieur, voilà, tu tends la joue droite pour dire non, je suis ton égal. C'est ça que ça veut dire. Donc ça a été transformé alors. Mais ça a été perverti par la bourgeoisie. Je suis sûr que c'est encore la bourgeoisie ou les jésuites qui ont fait ça. Ça m'étonnerait pas. Ou alors, œil pour œil, dent pour dent. C'est l'origine de la proportionnalité de la peine. Si on t'a crevé un œil, tu n'as pas demandé que celui qui t'a crevé, enfin, tu n'as pas demandé qu'on de lui crever deux. Si tu as volé un franc, ne lui demande pas 10 de dédommagement. Voilà, c'est ça la proportionnalité de la peine. C'est tout que ça veut dire. C'est pas des trucs, c'est pas la vendetta, quoi. Je sais pas, c'est pas cette espèce de trucs bizarres. On a fait lire aux évangiles et aux enfants, bah, on leur explique pas. Hein, moi je sais pas, j'ai même pas eu le catéchisme, tout ça. Je suis même pas baptisé. C'est par intérêt que j'ai lu les évangiles et pour intérêt pour le phénomène religieux. Et dans les évangiles, en fait, c'est vachement intéressant. C'est toi qui fais le boulot. T'as pas besoin qu'on te tienne la bougie. C'est toi qui regardes, comment dire, le côté spirituel, c'est ta démarche personnelle. Ouais, le Dieu, c'est entre toi et lui. Hein. Oui, mais Dieu, c'est une espèce d'abstraction quand même. Hein. C'est entre toi et lui. Hein. Oui, mais qui peut t'expliquer Dieu pas... Non, après. Et même, qu'est-ce que Dieu Le bouddhisme, à la limite, c'est plus accessible. Tu as le Bouddha. Tu lis la parole du Bouddha. Il m'éclaire le Bouddha aussi, la parole du Bouddha. Ouais, qui est éveillé. Voilà, mais comment dirais-je, c'est pas le même genre de spiritualité parce que tu as les parties communes, c'est les parties individuelles. Mais tu as la partie, c'est-à-dire que vouloir être bouddhiste, ça veut rien dire, ça veut pas dire grand-chose. Ben, je dirais, être éclairé par sa lumière ou pas. Oui, mais si tu es tout le seul à être éclairé, tu n'iras pas loin. C'est dans une collectivité. C'est dans une collectivité que ça prend, que la mayonnaise prend. Ou alors, je sais pas, par exemple, moi je trouve que les Occidentaux qui reviennent comme ça, ils sont allés au monastère, moi je les trouve bizarres. Ça fait pas sens. C'est-à-dire qu'ils sont dans une société de consommation, par exemple, et ils en profitent. Pour eux, ils en profitent. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir le lama, machin. J'en connaissais un comme ça. Il allait voir tous les je sais pas quand, il allait voir son lama. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien lui dire? Alors que je me souviens, j'étais parti comme ça, j'étais parti avec lui en fait à New York et il faisait ses emplettes. Il aime bien les vêtements. Alors, il en a eu pour $1000 ou je sais pas quoi, je vais acheter ça, je dis, ah ben oui, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est joli, qu'est-ce que tu penses, non, prends celui-là, voilà, et il me parle du Bouddha. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois comment je suis habillé, hein? Moi je m'en fous. Mais je m'en fous, parce que je m'en fous. Ouais, hein. Parce que voilà. Là, tu es habillé pour pas avoir froid, c'est tout. Hein. Voilà, non, mais c'est vraiment ça. Alors, par contre, je me dis flûte, c'est propre, hein, généralement, mais des fois, j'oublie de faire la lessive.
Ah, mais je vais voir le médecin, il faut que je nettoie ça, c'est demain, il faut que ce soit sec, je ne sais pas comment le faire sécher. Enfin bon, passons. Tu vois, c'est bizarre. Enfin, trêve de bavardage inutile, parce que ça sert à rien ce que je dis là. Ce que j'aimerais bien plutôt, c'est que... Bah, si tu vois, on va les rejoindre. On va les rejoindre. Ouais. Parce que là, c'est vrai Mais que... surtout,